Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economia. Tous les médias ne parlent que de cela et pour cause, c'est la poche de l'État qui se vide. Nos réserves s'amenuisent et des cris d'alarme se font entendre et tout le monde est bien d'accord pour dire qu'il faut revoir notre économie de fond en comble. Le Premier ministre ne prend plus de gants pour annoncer les risques financiers qu'encourt le pays. Un langage de vérité qui plaît, mais qui arrive un peu tard, diront certains. Le gouvernement tout entier planche depuis quelque temps sur les moyens de rebondir, malgré une cacophonie ambiante, où tout se dit sans que l'on sache réellement ce qu'il en est des mesures à prendre. Et pourtant, il faut faire vite, car chaque trimestre qui passe révèle de nouvelles pertes financières inquiétantes. La liste des incohérences, des erreurs d'appréciation sur la démarche économique est très longue. Et chaque jour, depuis longtemps, les médias, nous-mêmes, faisons état de tous ces travers de l'économie. Mais bien peu de choses ont été réglées dans le parcours du combattant qui est celui de l'entrepreneur, celui-là même qui devrait fortifier notre économie. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tant qu'il y avait l'argent du pétrole, la préoccupation première de l'État était de regarder seulement du côté de la gestion sociale et de la gestion politique interne et externe. Dans ce champ de vision, l'entreprise et l'entrepreneur n'avaient qu'une place insignifiante et pourtant. Maintenant que la crise est là, on nous dit que le salut ne pourra venir que de l'entreprise et des entrepreneurs, comme il a bon dos l'entrepreneur aujourd'hui. Pour parler de tout cela, j'ai invité deux personnalités du monde économique pour nous donner leur point de vue et nous dire comment nous pourrons passer le cap de la rente pour aller vers une production accrue qui pourra un jour peut-être nous rendre plus autonomes de la ressource pétrolière et gazière. Mais comme de coutume, avant de rejoindre nos invités, écoutons la voix des citoyens au micro de Maya Elkens. Heureusement qu'on a un pays qui est assez grand, qui a des ressources naturelles diverses et par son importance qui est le plus grand pays du bassin méditerranéen et africain. Donc on doit diversifier ses rentes avec la possibilité déjà industrielle. Déjà. Il y a aussi l'agriculture qu'on peut développer, étant donné qu'on n'oublie pas que par le passé, l'agriculture permettait de faire nourrir toute l'Europe, d'ailleurs même du temps des Romains, et ainsi que certaines industries telles que touristiques ou bien artisanales. Donc on a un potentiel qui est quand même assez énorme pour faire diversifier toutes nos recettes, à part les recettes pétrolières bien sûr. L'Algérie en ce moment est en voie d'évolution concernant le pétrole et concernant l'économie algérienne. Et je pense, ça reste mon opinion personnelle, si l'Algérie libérerait plus les marchés, il y aura une économie plus florissante. Donc justement, il y a eu un programme déjà dans les années 70 qui a été initié, qui n'a pas été poursuivi pour diverses raisons, bien sûr. Mais ça a été repris ces dernières années, disons ces 10 dernières années, l'industrialisation, la privatisation, l'incitation à faire une plus-value dans les produits, bien sûr. Que tout le monde participe économiquement et techniquement et tout ce qui sort. Essayer de produire en tant qu'Algérien, avec le transfert de technologie surtout, en ce qui concerne l'industrialisation, mais aussi, comme j'ai parlé tout à l'heure, par l'agriculture où on a aussi un énorme potentiel, sans parler de l'artisanat et du tourisme. Donc l'industrialisation passe aussi par certains débouchés qui peuvent nous permettre d'exporter même dans le futur. En donnant plus de marché aux jeunes diplômés de les écoles maintenant, et nous avons aussi des gens qui sont en foi, qui ont beaucoup de potentiel, afin de créer des esprits innovateurs. Donc ces mesures, on ne va pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, si, mais dans le fait qu'elles doivent être, ces programmes-là doivent être suivis avec des mesures qui, disons qu'il y a des freins. Parce que ce qu'on remarque en Algérie, les investisseurs ne viennent pas en masse à cause de certaines procédures administratives qui sont lentes, à cause du manque par exemple du terrain foncier, voilà, et aussi surtout de la mentalité algérienne. Donc il faudra surtout se baser sur ces trois choses, libérer, moins de tracas administratifs, transmettre un message à l'Algérien que seul le travail paye et que c'est pour les décennies prochaines qu'on fait cela, pour gagner. Retour sur le plateau et merci à ces témoins. Je vous présente tout de suite nos deux invités. Slim Othmani, bonsoir. Faut-il vous présenter ? Vous êtes le président du conseil d'administration de NCA Rouiba, entreprise qui produit du jus pour l'essentiel, qui est leader dans son domaine et qui s'efforce de se positionner sur des marchés extérieurs. Une mission qui n'est pas toujours facile, nous verrons pourquoi. Vous êtes par ailleurs le président de CARE, un cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise.
C'est original d'ailleurs de positionner l'action avant la réflexion, mais je suppose qu'il fallait concilier le jeu de mots avec l'anglicisme care. Vous êtes surtout un entrepreneur engagé qui fait beaucoup pour l'économie algérienne en faisant avancer les idées. Bravo. Farid Bournani, ancien banquier d'affaires à l'international et aujourd'hui expert en ingénierie financière. La première fois que je vous ai rencontré, vous étiez en train de poser les fondations de Société Générale Algérie en y travaillant quasiment jour et nuit. C'est vous qui, en chef de projet, aux côtés de Bernard Duboé, son premier dirigeant, avez mis en place la filiale de la Banque française en Algérie. Après la banque, on vous retrouvera par la suite en tant que conseiller financier du groupe Orascom Télécom, puis d'OTA Jesi. Paradoxalement, c'est ensuite Cevital que vous assisterez pour reconfigurer le capital d'OTA Jesi suite à l'arrivée du russe Vimpelcom et de la décision de l'État algérien de prendre la majorité du capital. Une affaire d'ailleurs bien négociée par Cevital que vous assistez également dans des opérations à l'international. Autant dire que vous êtes de précieux conseils à l'oreille d'Issa Darbrab et à tous ceux qui vous font appel, alors bravo à vous aussi. Avant d'entamer ce débat, il y a quelque chose qui vous rapproche. C'est cette affaire de mise en vente de 15% des actions de NCA, puisque vous avez proposé à Cevital de vous les racheter, et ce qui a été entendu avec bienveillance. Cependant, la COSOB, parce que cela devait passer par une opération boursière, a mis le dossier sur le coude en attendant de voir si le ministère, enfin le gouvernement, allait faire autovaloir son droit de préemption. Alors, où c'est qu'elle en est, cette affaire? D'abord, merci pour le portrait flatteur hein, qui m'honore et je suis vraiment très touché par les quelques mots que je viens d'entendre. Et pour revenir un peu aussi à cette question concernant la transaction de bloc, il faut dire que ce n'est pas nous, entreprises, qui avons proposé à Cevital, évidemment, c'est le propriétaire des actions qui a été cherché, comme ça se fait dans la bourse, dans le cas de transactions de bloc, qui a été cherché des acheteurs potentiels. Dans le cas de cette recherche, compte tenu du fait que les étrangers n'ont pas le droit d'acheter sur la bourse d'Alger, j'ouvre une parenthèse, une grande contradiction par rapport au code des investissements et relatif à la loi 4951, une grande anomalie et grande contradiction, mais peu importe. Ce propriétaire d'actions, qui est le fonds d'investissement Afrique Invest, donc a entamé sa recherche et s'est rapproché du groupe Cevital et a proposé une transaction de bloc. Évidemment, nous avons été informés de ce rapprochement, mais pas de la conclusion d'un accord. Au terme de diverses discussions, d'aller-retour, le groupe Cevital et Afrique Invest sont arrivés à un accord et ils ont signé cet accord de transaction. À la signature de l'accord, donc le jour de la signature de l'accord, qui n'était pas encore la transaction elle-même, j'avais, en ma qualité de président du conseil d'administration, j'avais la responsabilité pour ce que nous appelons communément la symétrie d'information entre les actionnaire. J'avais pour responsabilité d'informer immédiatement le grand public, puisque étant une entreprise cotée, j'ai des comptes à rendre au grand public, je devais informer immédiatement de la nature de la transaction de bloc qui allait se faire. Et c'est là que le mécanisme, disons, je vais l'appeler le mécanisme d'entêtement, le mécanisme de réaction allergique, le mécanisme de réaction à l'algérienne de Rejla, s'est manifesté en disant je m'oppose. Donc la COSOB violemment, déjà verbalement, pendant une conférence internationale, a affiché sa désapprobation de par le fait que j'avais fait l'annonce avant de les en informer. Mais j'ai informé le grand public, je n'avais pas à les pré-informer. Mais par contre, ils recevaient dans les jours qui venaient un avis de transaction de bloc sur lequel ils devaient émettre un avis après transaction, post-transaction et non pré-transaction. Et ce qui s'est passé, on a enfreint complètement toutes les procédures et les mécanismes du fonctionnement d'une bourse en émettant un avis non seulement pré-transaction, mais pré-dépôt de transaction au niveau de la bourse. Donc c'est encore plus complexe que ça n'y paraît.
Nous avons donc, quand on a vu cela, on a quand même introduit une demande auprès du ministère de l'Industrie qui nous a répondu par un silence assourdissant après quelques mois, 90 jours et une journée, je pense, selon la loi. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Nous n'en avons plus pour le moment. La seule réponse que nous avons eue, qui est arrivée longtemps après, c'est de dire que la loi algérienne n'est pas suffisamment claire sur le sujet. Donc, quand une loi n'est pas claire, on répond par la négative. Contrairement à beaucoup d'autres marchés, quand la loi n'est pas claire, on laisse faire et après on corrige la loi. Farid Bournani, je veux bien, l'activité de faire du jus est une activité noble, mais de là à ce que ce soit quelque chose d'autrement stratégique pour notre économie, il y a loin de la coupe aux lèvres. Alors, pourquoi ? Déjà, merci des quelques mots de présentation que vous avez prononcés à mon égard. L'opération dont on parle, très franchement, je ne suis pas réellement impliqué dans cette opération, à proprement dite. Mais il en ressort quoi? Il en ressort que, d'un côté, nous voulons émanciper un marché boursier, et puis, à la première occasion venue, une opération, certes, inhabituelle, mais quand on démarre, toutes les opérations seront forcément inhabituelles. Et puis, des réactions par approximation. Je ne sais pas comment réagir, alors j'essaye de me rapprocher de ce que j'ai déjà vu pour essayer de me coller à ça. Donc, le réflexe de recourir au droit de préemption, sans franchement penser à la suite. La suite, quelle pourrait être? Exercer le droit de préemption, nous aurons un État qui deviendra producteur, enfin même pas producteur, sleeping partenaire dans la production de jus. Autant c'est une activité extrêmement noble pour celui qui l'exerce, autant pour un État indiqué dans ses participations stratégiques et les propriétaires d'un bout de NCA. Quand j'ai dit producteur de jus, c'était exprès, c'était pas pour dévaloriser l'activité, mais c'est simplement pour dire il y a un décalage. Il faut quand même, à un moment donné, être conscient des répercussions de ses propres actions. C'est tout. Alors voilà encore donc une... Et dans les procédures, au même titre que n'importe quel droit de préemption, faut-il encore qu'il y ait eu transaction pour vouloir s'immiscer. On ne peut pas collecter une information, entre guillemets, sur le trottoir et ensuite la prendre pour acquis et réagir dessus. Il y a une méthodologie. Il aurait fallu simplement attendre en disant, bon, à un moment donné, ils vont venir me présenter l'opération et entre-temps, je peux quand même en référer à la tutelle en disant, si cette opération se présente telle que je l'ai entendue, comment je pourrais réagir, mais pas de réaction. Voilà, c'est un problème de... Je voudrais ajouter un petit mot très brièvement. Le droit de préemption de l'État existe pour toutes les transactions. Si vous voulez me vendre votre voiture, le droit de préemption de l'État existe. Très bien. Mais si je discute avec vous de la possibilité d'une transaction au sujet de votre voiture, l'État ne peut pas préempter. Or, l'État a préempté la discussion. D'accord. Donc on a été beaucoup plus loin. Très bien, eh bien j'espère que la réflexion ne va pas être trop longue. C'est pas quelque chose de très grave à mon sens. Voilà. C'est une première opération et c'est une erreur de jeunesse. Mais bon, il faut bien apprendre. Oui, mais ça indique aussi que pour toute transaction future, il faut s'empresser d'aller vite voir du côté du gouvernement avant de commencer à trop travailler sur... Et c'est plus une bourse. Dans ces cas, ce n'est plus la bourse, il vaut mieux la fermer. Alors, de la rente, comment passer de la rente à la production? C'est ce qu'on nous dit et ce qu'on va nous demander dans les jours qui suivent et qu'on nous demande déjà. Donc avant d'entamer ce débat, nous allons déjà essayer de planter le décor au niveau des finances de l'État. Écoutons, regardez cet expert nous dire les choses. L'Algérie, après plus de 50 années d'indépendance politique, est toujours une économie foncièrement rentière. Pour preuve, entre 2000 et 2014, les recettes de Sonatrach ont été de 760 milliards de dollars et les importations grâce à cette rente ont été de 580 milliards de dollars. La différence nous donne 178 milliards de dollars au 31/12/2014. C'est le chiffre du gouverneur de la Banque d'Algérie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que au 1er janvier 2014, les réserves de change étaient de 192 milliards de dollars et
au 31-12-2014, nous n'avons que 178. Donc on a épuisé 15,2 milliards de dollars de réserves de change durant l'année 2014. Des données récentes nous donnent, provenant de la COFAS française, nous donnent au 31 mars 2015 160 milliards de dollars de réserves de change. Donc il y a eu encore une poursuite de l'épuisement des réserves de change. De 18 milliards de dollars rien qu'en un trimestre. Voilà. C'est très très important, c'est de nouvelles données qui viennent d'être données seulement hier. Hier, donc c'est-à-dire le 7 juin 2015. Donc à cette allure, effectivement, on va vers 30 milliards de dollars d'épuisement durant toute l'année 2015. Bon, effectivement... Non, on pourrait aller beaucoup plus, puisque les données s'arrêtent à mars, au 31 mars, oui. Ce qui équivaut à un trimestre. Donc si on multiplie 18 milliards de dollars multiplié par 4, on est à près de 70 milliards de dollars. Je pense que là, il y a eu effectivement une maldonne, c'est-à-dire les données du FMI ont dit qu'uniquement en janvier, on a épuisé 11 milliards de dollars. Mais je pense que c'était des factures qu'on a payées d'une manière globale, regroupées pour janvier. Moi, je pense que au rythme de la dépense publique de 2014, c'est entre 30 et 35 milliards de dollars. C'est quand même inquiétant, parce que à cette allure, on n'aurait plus de réserve de change 2020. Donc voici les derniers chiffres financiers pour l'Algérie annoncés par M. Meptoul, des chiffres quand même assez inquiétants. Alors maintenant, on nous demande de passer donc de la rente à la production. D'abord, Slimane Atmani, est-ce que c'est la bonne question qu'il faut se poser ? Écoutez, c'est une question qui me dérange, parce que quand on dit de la rente à la production, je me pose la question, en quoi est-ce que la production, juste la production, va apporter une solution au problème de la rente? Si vous produisez et que vous ne pouvez pas vendre, au contraire, vous allez aggraver le problème. Donc dès qu'on parle de production, on parle de pouvoir d'achat, on parle de qualité de produit, de concurrence. Est-ce que finalement le décor, l'environnement des affaires se prête? Dès qu'on parle de production, on parle de compétitivité. Dès qu'on parle de production, on parle de diversification. Beaucoup de sujets sont sous-jacents à cela. Je voudrais d'abord revenir sur un point. En introduction, vous abordiez la question de la situation financière, vous présentez ça comme si c'était inquiétant. L'alarmisme dont fait preuve le gouvernement, je ne les suis pas du tout là-dessus. Je ne considère pas que nous sommes en crise économique. Évidemment, je mets ça entre guillemets. La situation est grave, mais je pense que nous sommes plus en crise de leadership. On est plus en crise de vision. Pourquoi? Parce que ça se traduit par de l'inertie, de l'inaction et du manque de créativité et de l'improvisation dans la mise en œuvre d'une quelconque politique économique qui aurait dû être produite s'il y avait du leadership et de la vision. Donc, globalement, les chiffres, si on les regarde, si on regarde les recettes, si on regarde ce que nous avons en caisse, si on regarde notre potentiel, il y a de quoi faire. Moi qui suis toujours extrêmement dur sur certains points de vue ou sur certaines opinions, je dis non, nous ne sommes pas en crise économique, nous sommes en véritable crise de confiance. Tout à fait. C'est ce qu'on dit dans tous nos débats. Alors, oui, parce que non, mais c'est très important de recadrer, parce qu'on est en train d'essayer de chercher des solutions économiques à un problème qui est politico-économique ou sociopolitique, je ne sais même plus comment le qualifier. Problème de confiance. Aujourd'hui, le premier intervenant que vous avez passé en vidéo, parmi les témoins, franchement, il a tout résumé. Il le disait de façon simple et pragmatique. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu libérer l'économie, il y a du potentiel, donc ils en ont parlé, l'agriculture. Citoyen, c'est un simple citoyen lambda qui parlait de privatisation, il vous a fait le programme. Il a parlé de input et de transfert de technologie, donc il a parlé d'IDE, il a parlé d'artisanat et tourisme, on est dans la diversification. Attendez, ce n'est pas des experts, c'est monsieur tout le monde
qui est en train de dire, messieurs, libérez. Et le jeune qui a parlé de libérer, ils ont parlé de bureaucratie, et ils ont parlé d'un élément fondamental, qui est une valeur, le travail. Donc, aujourd'hui, parler de crise économique et mettre les projecteurs et créer cette atmosphère lourde, je ne suis pas preneur. C'est pas vous qui le faites, hein. Je parle du discours ambiant, actuellement de la part des pouvoirs publics, on se veut alarmiste. Moi, je ne suis pas alarmiste. Moi, je sais qu'il y a le potentiel pour complètement redresser la barre. Sauf que le rétablissement de la confiance, c'est une mission ardue et qui prend du temps. Le rétablissement, non. Non. Non, non. Et si vous voulez, pour vraiment planter le décor au sens propre du terme, je discutais avec un ami et on abordait des questions, on se disait, on s'est imaginé dans une position de Premier ministre ou chef d'État et on s'est dit, bon, s'il y avait 3 choses à faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Très simple. Il faut immédiatement agir sur les subventions. Immédiatement, c'est-à-dire demain matin, à 8 h du matin, j'ai eu l'occasion déjà de le dire à plusieurs reprises, il faut agir sur les subventions. Il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi il y a ce blocage? Ce blocage, il est manque de leadership, manque de vision, manque de prise de décision. Deuxièmement, il faut agir sur le climat des affaires. On peut le faire très vite, c'est même pas moi qui le dis. J'ai rien inventé. Le citoyen lambda vient de le dire. Libérer, laisser les gens. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Multiplication des obstacles bureaucratiques. Alors, on est en train d'inventer... On a même l'impression qu'on ne sait plus quoi faire. On est en train oui, mais c'est ce que je vous disais. De l'improvisation. On tourne le dos au cours normal de l'économie mondiale. On tourne le dos. On retourne vers les licences d'importation. C'est un drame. On est en train d'hypothéquer le futur de l'Algérie en revendant le projet des licences d'importation à la population algérienne. Il faut s'opposer fermement à ça. Il ne faut pas laisser les gens faire ça. C'est une erreur. On choisit un bouc émissaire, les importateurs, et on est en train de leur taper sur la tête. On choisit un autre bouc émissaire, les chefs d'entreprise, et on leur tape sur la tête. Non. Et pourquoi les licences d'importation peuvent poser problème? Mais elles vont poser des problèmes parce que vous ne pouvez pas bloquer une économie. Parce que vous allez créer des situations de rente, parce que vous allez réanimer complètement les démons, le démon qui est persistant de la corruption. Et troisièmement, il faut absolument se libérer de la crispation du contrôle d'échange. Il faut se libérer de cette doctrine qui vient visiblement des hautes sphères du pouvoir algérien. Le contrôle d'échange est une maladie au niveau des hautes sphères du pouvoir. C'est une maladie. Et cette maladie-là influence et impacte dangereusement la confiance du citoyen. Qu'est-ce que sont en train de faire les gens qui ont de l'argent? Pour beaucoup d'entre eux, ils passent leur temps à changer pour transférer. Pourquoi transférer? Ils n'ont pas confiance en leur monnaie. Et ils aiment leur pays. Pourquoi dans les pays voisins, vous voyez le citoyen lambda qui gagne, celui qui gagne de l'argent, beaucoup, moyennement, peu importe, il dépense dans son pays, il se projette dans son pays. Pourquoi on ne se projette pas? Problème de confiance. Pour les subventions, vous savez très bien que, bon, vous attendez à ma réponse, mais vous savez très bien que, bon, qu'il y a le risque de faire sortir le peuple dans la rue. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes douces que vous pouvez, lancer? Vous pensez que les gens aisés vont sortir dans la rue parce qu'on a augmenté le prix du carburant? Vous pensez... Ah, c'est à cela que vous voulez... Mais vous pensez que les citoyens lambda, pour lesquels il faudra mettre en place un programme de soutien en substitution à ces subventions, vous pensez que ceux-là vont sortir dans la rue? Mais non, puisque eux ne seront pas touchés. D'accord, donc il faudra... C'est les hauts niveaux de revenus qui doivent être touchés. Et il ne faut pas les toucher par l'impôt, ce qui est absolument ridicule. Parce que l'impôt en lui-même, aujourd'hui, ne rapporte strictement rien. Il est en train de créer plutôt, on est en train de fabriquer de l'informel. Voilà 3 idées phares qui me semblent importantes aujourd'hui et qu'on peut mettre en œuvre dès demain matin. Je vous les résume en 2 mots. Les subventions, le climat des affaires et la contrainte du contrôle d'échange. Et je suis sûr que mon ami Farid va s'amuser avec cette thématique. Vous le rejoignez demain matin? Alors, avant demain matin et aujourd'hui, la notion de rente dont vous parlez et l'effet de panique de voir la rente s'éroder et donc l'incapacité à s'assurer le maintien du même modèle, en d'autres termes, c'est quoi? Les chiffres qu'a énoncé le professeur Meptoul, c'est des exportations qui allaient bien, qui étaient bien au-delà des importations, mais qui étaient des ressources générées par les ressources minières détenues par l'État.
Donc, en d'autres termes, l'État est au centre. L'État est au centre, de la pas de distribution, l'économie, du système, l'économie étant à sa périphérie. Demain, il y a obligatoirement une perte de pouvoir pour l'État. L'État va devenir régulateur et, qu'on le veuille ou non, celui qui prendra sa place au milieu du jeu, c'est l'entreprise. Non, pas l'entrepreneur, l'entreprise. On aime la personne morale et non plus les personnes physiques. Nous sommes des latins, nous aimons beaucoup les personnes physiques. C'est quand je vois Slim Othmani, je vois NCA. Quand je le juge, je juge NCA. Lui en est l'animateur aujourd'hui, il n'était sans doute pas hier, il ne le sera probablement pas demain, mais NCA demeurera. Et il en va ainsi pour l'ensemble des groupes qui aujourd'hui rayonnent dans ce pays. Il faut apprendre à respecter l'entreprise. Les individus, ce sont des individus. Donc ça, c'est le premier élément. Dès lors que... alors le premier réflexe quand on... d'entrepreneurs anonymes. Comment ? Je parlais d'entrepreneurs anonymes. D'accord. Et le deuxième élément, c'est le réflexe que lorsque l'on voit les recettes diminuer, on essaie de contracter très vite les dépenses. Les dépenses, ce sont des importations. Soit par des mesures, parce qu'on a commencé depuis 2009, hein, l'ALC, l'obligation du recours au crédit documentaire, ce n'est pas un réflexe de 2014 ou de 2015. Il y a déjà 5 ans ou 6 ans, nous avons cherché à réduire à les contracter. Mais de façon de bonne foi, on aurait pu penser que cela aurait pu marcher. La réalité, ça n'a pas marché. Donc la moindre des choses, c'est de dire, on a essayé de prendre des mesures en 2009. On voit que le résultat, non seulement les importations n'ont pas diminué, mais elles ont perverti même le système les comportements des importateurs, de certains importateurs. Aujourd'hui, on voudrait responsabiliser, jeter de l'opprobre aux importations et aux importateurs, en les considérant comme étant tous des surfactureurs. La source des maux de la nation. La réalité n'est pas celle-là. Donc on en arrive, le même État qui est au milieu dit, bon, on va substituer l'importation aujourd'hui par de la production. Donc maintenant, tout azimut, nous allons tous devenir des producteurs. Bon, la politique des excès, je n'ai jamais aimé ça. L'anticipation, ça a du bon. Ce sont des excès qui, il y a une année, la même question sur les conséquences éventuelles de la baisse des prix des hydrocarbures et donc leur impact sur l'économie nationale. Si vous retrouvez les images ou les propos tenus par les uns et les autres, je ne veux en viser aucun, nous avons anticipé, soyez tranquilles, nous savons ce que nous faisons, dormez tranquillement. Bon, aujourd'hui, on nous réveille en disant attention, la maison risque de brûler. Mais l'année dernière, vous ne m'avez pas du tout tenu ce même langage. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez m'impliquer dans la sauvegarde du système tel qu'il est? Non, ce système doit évoluer. Et l'évolution passe par la nécessité d'accorder plus de place à l'entreprise, à libérer l'économie. L'État a 3 obligations. Sécurité alimentaire. Nous sommes plus nombreux, nous devons manger tous les jours et nous ne devons pas être tributaires des marchés extérieurs, des matières premières pour manger. Ça, c'est une obligation. L'État, le fondement même de l'État est là. L'emploi. Nous sommes de plus en plus nombreux. Nous avons une jeunesse dont on se flatte en disant c'est le potentiel. Je vous rappelle simplement une chose. Une jeunesse qui n'est pas formée, qui n'est pas instruite et qui n'est pas donc une force vive pour le pays, c'est un boulet. Personne ne veut jamais le décrire comme ça. Donc, essayons de capitaliser sur la richesse que peut être la jeunesse pour notre pays. Parce que l'inverse peut devenir une réalité. Je ne veux pas caricaturer, mais quand on a des réactions, à défaut de proposer un emploi, je vous propose une camionnette sur le bord de la route, est-ce que c'est le dessein qu'on nous destine tous? Est-ce que mes enfants devront un jour dire la seule chose que l'État peut faire pour moi, c'est de me donner de l'argent en disant débrouille-toi pour créer ton propre emploi? C'est pas possible. Alors, autre mesure. Et est-ce que les mesures qui sont annoncées vont dans le bon sens? Bon, vous avez dit que pour les séances d'importation, ça n'allait pas. Est-ce que d'autres mesures sont... Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour aller plus avant? Parce qu'on est obligé d'aller aussi dans... Rachid, il faut aller au cœur du problème.
le cœur du problème, c'est qu'on a besoin d'argent pour se développer. D'où va venir cet argent? On va se poser des questions tout à fait simples, comme un chef d'entreprise. D'où va venir l'argent pour pouvoir assurer le développement de l'Algérie? Parce que l'Algérie est en phase de développement. Elle a besoin de réaliser ses infrastructures, elle a besoin de soigner sa population, elle a besoin d'éduquer sa population. D'où va venir cet argent? D'abord, certes, il va venir de sa fiscalité. D'accord? Première question, aujourd'hui, est-ce que nous recouvrons correctement l'impôt? La réponse est, vous cochez non. Puisque nous savons que quasiment, allez, il y a des experts qui disent 40%, il y en a 50%, il y en a qui disent 60%, entre 40 et 60% de l'économie échappe complètement à l'impôt. Donc nous avons déjà un réservoir de ressources à récupérer et il faut être créatif. Donc, alors, on en parle tous, tout le monde en parle, chacun y va de sa recette, chacun propose des choses. Je ne suis pas expert, moi, je ne suis pas expert dans le domaine, mais je peux m'asseoir autour d'une table, dans une séance de créativité, de brainstorming, avec un financier, un chef d'entreprise, un fonctionnaire, un fiscaliste, un juriste, et essayer de produire quelque chose qui ait du sens. Donc on a proposé à plusieurs reprises de justement organiser cette réflexion. Alors on nous a fait les grandes assises, mais nous, avant de faire les grandes assises sur l'informel, on avait fait une grande conférence sur l'informel, il y a de cela 4 années, mais personne ne voyait venir le danger. Les recommandations sont les bonnes qui ont été... Les recommandations qui ont abouti au niveau de ces grandes assises, non, cette grande conférence? Elles n'ont pas abouti parce que nous sommes encore une fois sur un problème de leadership. Parce que sur un problème, pour un problème comme celui de l'informel, nous avons besoin d'un leadership très fort au sommet de l'État pour conduire une action de grande envergure. Tous les pays qui ont adressé le problème de l'informel avec un succès mesurable, on ne parle pas de 100%, on parle d'un succès de 20, 30, 40, 50%, tous ces pays-là ont mené des projets sous la conduite du chef de l'État ou du Premier ministre. Rien d'autre, ça ne va pas en dessous. Pourquoi? Parce que ce sont des projets transverses. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de pouvoir au niveau de l'équipe qui mène l'action, au niveau transverse. Et quand je dis pouvoir, l'action ne doit pas être répressive, elle doit être bien pensée, bien réfléchie. Il y a un volet répressif. Mais le volet répressif est en dernier recours. Donc, première source de revenus, évidemment, c'est la fiscalité. Deuxième source de revenus, je vais aller très simple, c'est évidemment les ressources naturelles qu'on exporte à l'état brut. Mais est-ce qu'on a intérêt, réflexion, à les exporter à l'état brut? À les exporter à l'état brut. Ou ne pas les transformer et créer de la valeur ajoutée. Là, c'est une réflexion d'économiste. On va analyser les chaînes de valeur mondiales. On peut le faire très rapidement. S'engager dans la pétrochimie. Et voir comment est-ce qu'on peut s'engager dans la pétrochimie. On a pris un exemple très simple il y a quelques jours avec un groupe d'amis. On regardait les bouteilles de plastique qui contiennent l'eau minérale, puisque moi je suis dans le secteur des boissons, donc forcément ça m'interpelle, sont faites avec de la résine de PET. Ça fait exactement 21 ans, ou 22 ans, ou 25 ans peut-être, que l'Algérie se pose la question, est-ce que je dois fabriquer de la résine de PET alors que le marché mondial du PET est comme ça? Tous les matins, ils se posent la question. Les appels d'offres Sonatrach, vous n'avez qu'à remonter dans les archives Sonatrach. Le nombre de fois où ils ont produit leur appel d'offres pour monter une usine PET qui n'a jamais abouti, parce que c'est eux qui arrêtent. On n'a jamais su pourquoi ils arrêtaient ça. Ils ne donnent pas d'explication claire. Il y a aussi un problème de gouvernance et de transparence, mais ça, ça viendrait en dernier. D'accord? Et le secteur privé qui veut initier ce type de projet-là se voit et s'est vu accusé pendant des années une fin de non-recevoir. Donc, l'affaire classée. Donc, la diversification à travers les ressources, elle se fait pour le moment où les revenus à travers les ressources se font à travers de l'exportation pure. Bon, ok? Donc, nous avons déjà 2 pistes. Sur ces pistes-là, et sur la piste des ressources, il y a un problème, qui est celui de la consommation intérieure. Parce qu'aujourd'hui, vous exportez du gaz, vous allez tabler simplement sur des revenus pétrogaziers, pour être beaucoup plus clair. Ces revenus pétrogaziers, si le pétrole vous pouvez l'exporter, mais le gaz, vous l'exportez avec une partie qui reste localement tous les ans en quantité beaucoup plus importante, parce que la population algérienne est en demande, parce que l'économie croît, etc. Donc si vous regardez globalement la consommation de gaz, tous les ans, on exporte beaucoup moins de gaz. D'accord? Donc les revenus, inévitablement,
vont, au bout d'un certain nombre d'années, s'épuiser de par le fait même de la consommation intérieure. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train d'investir aussi dans le secteur. Et ça m'amène à la question de l'investissement sur les infrastructures. Comment voulez-vous diversifier une économie? Comment voulez-vous avoir d'autres sources de revenus si votre fiscalité n'est pas encore structurée et si toute votre infrastructure n'est pas encore posée et ne répond pas à des impératifs de compétitivité? D'accord? Donc on est en train de nous vanter un modèle. On va substituer les importations par de la production locale. Mais la production locale, est-ce qu'on est en marché ouvert ou on est en marché fermé? On est en train de nous vendre l'idée qu'on va se mettre en marché fermé, pas. Et le lendemain, on nous dit, mais non, c'est pas fermé, on n'est pas contre les importations, ça va être un marché ouvert, mais il y a des licences. C'est-à-dire, lundi, on vous dit une chose, le mardi, on vous dit le contraire. Ça ne peut pas fonctionner. Et s'il n'y a pas de concurrence, vous ne pourrez jamais avoir de produits compétitifs que vous allez pouvoir exporter au niveau mondial. Donc, in fine, vous allez consommer des intrants et vous allez continuer à rester dans ce cercle vicieux de l'absorption, du moins du captage complètement de la rente. C'était de la rente, mais c'est des revenus en devises. Les solutions, là. D'accord sur ces pistes, Monsieur Bournani? Il y en a d'autres. Hein. On peut continuer. Hein. Les IDE, il y a des centaines de pistes hein, aujourd'hui. Non, mais on peut, effectivement, nous pouvons... Mais ce n'est plus les pistes qui vous intéressent aujourd'hui, c'est le leadership. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le leadership, c'est la vision, c'est la décision. C'est facile à dire et pourtant c'est facile à faire. Je poursuis juste sur cette dernière phrase. C'est des engagements à court terme de personnes responsables qui les prennent, mesurables dans le temps. Les engagements, on doit les mesurer 6 mois après leurs actions. Nous sommes un pays qui n'a jamais fait l'effort de mémoire. On ne revient jamais sur les dires de telle ou telle personne quelques mois. Et on ne tire pas les conséquences, il n'y a pas de responsabilité. C'est-à-dire que l'administration, elle est exempte de responsabilité. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'objectif. D'accord ou pas? Alors, aujourd'hui, comme tout le monde tend à vouloir fixer des objectifs, on le fait pour la forme, mais non pas pour les respecter. On regarde ce qui plaît à celui qui va l'entendre, à celui qui va le lire, à la population qui va être ou mise en confiance pour être endormie, ou bien être un peu excitée pour absorber et accepter les mesures coercitives qu'elle va subir. Pour revenir aux importations qui structurellement vont continuer au solde des équilibres extérieurs. Donc, est-ce qu'on va pouvoir réduire ces importations ? Mais l'objectif n'est pas celui-là. Si je devais consacrer de l'énergie, je consacrerais toute mon énergie à diversifier, à promouvoir des exportations. Et donc pour ça, il me faut des entreprises. Et donc je dois m'intéresser à elles. Et ne pas se préoccuper donc des importations. Alors la question des importations, à quel titre vous allez... j'ai 100 dinars dans la poche. Et donc, vous allez aujourd'hui me culpabiliser en me disant, Monsieur Bournani, vous ne devriez pas consommer tel produit parce que celui-là, c'est un produit, celui-ci est un produit importé. Vous devriez plutôt vous rabattre sur un autre produit. Alors, l'autre produit, il est local. Mais local, pour vous, signifie moins cher ou pas? Signifie qualité équivalente ou pas? On ne le définit jamais. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, les produits ne sont pas encore au niveau. S'ils étaient au niveau, on n'aurait pas de crainte à vouloir les exporter. Donc on ne peut pas faire de la production locale pour de la production locale. Il y a des entreprises qui sont sur des activités et ils arrivent à upgrader la qualité de leur production. Et il faut absolument encourager toutes les entreprises. Si je dois consommer un produit local, c'est qu'il est au moins l'équivalent, sinon mieux, du produit étranger et moins cher parce que j'ai aussi l'obligation de redonner du pouvoir d'achat. Maintenant, il y a un sujet que n'a pas abordé. La seule façon de réguler les importations, c'est le cours de cette devise. Aujourd'hui, le cours de la devise est, entre guillemets, administré. Moi, je vous indique que l'ensemble des importateurs sont subventionnés. Pourquoi ne voir que la denrée alimentaire, le blé qui est subventionné? Non, dès lors qu'il y a un acte d'importation, tout est subventionné. Cette importation, même si on ne me l'a pas dit,
ma monnaie, la monnaie étrangère, je l'ai eu à un prix qui n'est pas sans prix. D'accord, donc si on touche à ces subventions particulières... Non, là, je n'ai pas parlé de subventions particulières. Les subventions particulières, je dis simplement que nous sommes tous au biberon. Tous au biberon de la subvention. Oui, mais vous dites que le biberon, il faut l'enlever à certains. Non, parce que le cours de change, là, on parle de deux choses différentes. La première, c'est que le cours de change, c'est lui qui doit réguler les importations. Si vous m'amenez du camembert président, je crois qu'il est produit en Algérie, donc ce n'est pas le bon exemple, mais un produit X, il devient trop cher à la consommation. Moi, je vais m'en désintéresser, l'importateur va se désintéresser, il va aller sur d'autres produits. Et bien mieux que ça, des producteurs locaux vont s'intéresser à ce produit qui, dorénavant, n'est plus consommé. Mais c'est le cours des devises qui est ce fait. Maintenant, vous parliez des subventions, du lait, du sucre. Là, c'est de l'aide personnalisée à l'individu. J'ai un revenu. Ce revenu est éligible ou non à la subvention. Combien faut-il qu'un ménage dispose de dinars pour vivre correctement? Intéressons-nous aux individus, aux ménages, aux revenus disponibles. Soit vous donnez du pouvoir d'achat, soit vous donnez de la subvention. Farid Bournani, vous évoquiez la question du crédit à la consommation. Vous disiez que ça pourrait être un facteur perturbant aussi au niveau des importations. Expliquez-moi. Alors, on a eu cette conversation il y a longtemps parce qu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas abordée. Mais, non, j'ai dit en aparté avant l'émission. Il y a... allez, on est parti pour dire on va renouer avec le crédit à la consommation pour les produits algériens. Alors, j'ai entendu Madine Bladi d'un côté et puis produits d'origine algérienne garantis. Mais quel est le critère? Est-ce que le produit qui est né en Algérie ou bien le produit dans lequel il y a un peu d'intégration algérienne? Ce n'est pas la même chose. D'accord. Dès lors qu'en sans doute, le premier objectif, c'était de considérer qu'il fallait avoir des taux d'intégration significatifs. On ne les a pas trouvés en réalité. Donc aujourd'hui, on considère que les produits éligibles au crédit à la consommation, ce sont les produits nés en Algérie. La réalité, c'est que si j'ai une activité avec très peu de valeur ajoutée algérienne, c'est un appel d'air aux importations. Les intrants qui vont me permettre de rassembler le produit fini que vous allez consommer, il va falloir que je les achète à 100%. Donc je vais accroître artificiellement la demande par du crédit qui, elles-mêmes, vont se traduire par des importations. C'est donc là la preuve qu'il ne faut pas limiter les importations. De manière générale. J'ai envie de m'essayer un petit jeu très simple. Allez-y, je vous en prie. Dans l'histoire de l'humanité, les échanges se sont faits par qui? Par les commerçants. Que font les commerçants? Ils mettent de la marchandise quelque part sur leur chameau, leur âne, leur charrette, leur voiture, leur bateau, et ils naviguent, ils arrivent avec leurs marchandises, ils achètent, ils vendent, ils échangent. Okay? Donc, tout importateur ou exportateur est de par nature une personne qui nous amène deux choses essentielles ou trois. Premièrement, une marchandise qui n'existe pas dans notre marché, ou qui est de meilleure qualité, ou qui est plus intéressante, pour laquelle il y a une demande. Deuxièmement, cette personne nous amène de l'argent, des transactions qu'elle a faites. Mais troisièmement, elle amène quelque chose qui est complètement ignoré par les pouvoirs publics, c'est de l'information. D'accord? Donc, trois choses. Okay? Aujourd'hui, quand j'entends qu'on sépare maintenant les registres de commerce, il y a l'exportateur et l'importateur, de mon point de vue, je pense qu'on est retourné quasiment beaucoup plus loin que l'âge de la pierre taillée, hein, c'est-à-dire qu'on n'a rien compris au fait que l'importateur est une personne qui a une profonde connaissance de ce qui se passe sur les marchés. C'est pas parce qu'il n'a pas fait Harvard ou qu'il n'a pas fait une quelconque école de management qu'il ne comprend pas le taux de change, qu'il ne comprend pas une seconde, qu'il ne comprend pas les marchés. Ce monsieur-là, quand il va regarder les produits, quand il va circuler en Chine et qu'il va acheter, je sais pas moi, ce stylo en Chine et qu'il se met à le ramener en Algérie, quand il navigue en Chine, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il va croiser un produit qui va l'interpeller. Et c'est ce qui se passe dans 99% des cas. Et ce produit qui va l'interpeller, il va dire « je vais le fabriquer en Algérie ». Je l'ai vu de mes propres yeux. Les dizaines d'importateurs que je connais, les dizaines d'importateurs sont tous
mentalement dans un processus de production d'un produit qu'ils n'ont jamais importé de leur vie, mais qu'ils ont découvert et qu'ils ont envie d'amener en Algérie. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est en train de complètement apporter des solutions administratives à des problèmes économiques tout à fait simples. Laissons tranquille le chef d'entreprise. Donnons une vision claire à ce que nous voulons. Je vais vous rappeler une chose assez surprenante. Monsieur le Premier ministre Sellel, en août 2013, a commis une note à l'attention de tous les ministres, qui pour moi est une note de référence. Elle est bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la lire? Non. Bon. Alors, c'est drôle, parce que on a réussi à l'inclure dans le pacte économique et social comme étant une référence forte de ce que nous devons faire pour libérer l'initiative, pour décrisper cette histoire de contrôle d'échéance, pour améliorer le climat des affaires, évidemment, libérer les... Pardon? Que devient cette note? Mais que devient cette note? Elle fait partie du pacte économique et social. S'il vous plaît, un mot... Donc, où en sommes-nous? Oui. C'est ce que disait Farid. Il a créé une commission de suivi, de mise en œuvre du pacte économique et social. Mais c'est quoi tout ça? Sur le... Je voudrais... Alors, un des handicaps aujourd'hui au développement de l'entreprise, de l'industrie, on parle souvent du foncier, donc c'est toujours un facteur bloquant. J'ai envie de vous raconter une histoire, et là elle est édifiante. Alors, avant de me la raconter, nous allons écouter deux opérateurs qui ont un avis différent là-dessus. La difficulté d'accès au foncier. Sur un pays qui compte 2 380 000 km², vous avez des difficultés énormes. Moi-même, en tant que chef d'entreprise, je recherche des terrains que je n'arrive pas à avoir. C'est très difficile d'avoir un terrain, même si nous sommes dans le système de concession. Que vous disent vos interlocuteurs que vous voyez actuellement au niveau des ministères? Ils nous écoutent pour l'instant. Ils nous écoutent parce qu'eux-mêmes, peut-être que... Je pense que, sincèrement, qu'ils sont de bonne volonté. Sincèrement, bon, peut-être qu'ils manquent d'idées et que nous, on est là justement pour leur présenter ce qui pourrait être efficace. Vous allez être débarrassé de tous les problèmes fonciers, vous allez pouvoir investir, parce qu'il est hors de question qu'on vous mette les bâtons dans les roues, si je puis m'exprimer ainsi pour un concessionnaire. Oui. Non, honnêtement, aujourd'hui, c'est vrai, on parle souvent du problème foncier. Je ne pense pas que l'Algérie, avec toutes les surfaces disponibles, les zones industrielles qui sont en train de réhabiliter, les nouvelles zones industrielles qui vont créer, je pense que le foncier, ce n'est pas un problème, c'est un faux problème ou c'est un faux débat, honnêtement. Aujourd'hui, avec les dispositifs du CalPEREF, vous pouvez aller voir n'importe quel wali, vous présenter un dossier et vous pouvez obtenir vos terrains. Aujourd'hui, le problème qui se pose, beaucoup de gens ont obtenu des terrains, mais ils n'ont pas de vrais projets. Avant de parler du terrain, il faut parler du projet. Quand on a le projet aujourd'hui, tous les ministères, n'importe quel wali, vous arrivez avec votre projet, vous allez lui dire que je vais créer de l'emploi dans votre wilaya, il est disposé à vous accompagner, à vous aider, à vous attribuer un foncier. Avec d'autant plus qu'on est passé au CalPEREF, on est passé au droit de concession. Pour moi, c'est un faux débat. Voilà donc deux opérateurs qui ont un avis divergent. C'est une belle opération de pâtisserie, c'est-à-dire qu'on est en train de présenter des dragées bien enrobées de sucre, etc., pour faire avaler la pilule à tout le monde. Je suis désolé, je ne peux pas cautionner de tels propos, c'est impossible, c'est strictement impossible. Je peux vous traiter d'un cas tout à fait concret qui actuellement est présent en Algérie, où on a répondu absolument à 100% des attentes et des desiderata du gouvernement algérien. Substitution aux importations, 49-51, création d'emplois, localisation du projet où veut le gouvernement algérien. Choix par le wali du terrain, c'est-à-dire nous n'avons rien fait, tout est là. Gros projet, diversification, nouvelles technologies, on a tout apporté. Tout ce que demande le gouvernement. Réponse, ça fait 12 mois que le CalPEREF ne se réunit pas. Quand j'entends des propos pareils, j'aime bien ces gens-là, c'est des amis, c'est des relations, ils sont bien sympathiques, ils sont bien gentils. Mais ils n'ont pas le même avis. Hein. Mais bon, ils n'ont pas le même avis, mais bon, c'est trop gentil. Il faut arrêter d'être gentil avec des gens qui ne sont pas du tout en train de se comporter de façon gentille, alors que dans l'administration, il y a des personnes extrêmement compétentes qui s'offusquent du non-processus de prise de décision. Ça nous ramène encore une fois absence de leadership, inertie et blocage institutionnel. Farid Bournani, un petit mot sur ce volet-là du foncier. Non, mais le foncier n'est qu'un élément parmi d'autres. On parle de renouveau de notre économie. C'est donc faciliter, en tout cas
quand on parle de facilitation, c'est parce que par défaut, c'est dur. Oui. Donc, si ce n'était pas dur, je pense qu'aucun chef d'entreprise ne demanderait d'une quelconque facilitation. Donc, dans notre environnement hérité du passé, la chose étant difficile, nous sommes sur l'idée patrimoniale ou acquérir du terrain, peu importe l'activité. Si j'ai du terrain, j'ai une réserve foncière et j'obtiens du crédit bancaire. Mais le renouveau de notre économie, ceci est un des aspects. Les autres aspects, c'est un système financier efficient, qu'il soit bancaire ou par le canal boursier. C'est la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller essayer des marchés, qu'ils soient domestiques ou étrangers, la liberté de réduire la fracture technologique. Est-ce qu'il faut absolument systématiquement attendre qu'un étranger vienne m'apporter sa technologie pour que je m'associe avec lui en Algérie pour moi me développer? Et s'ils ne viennent jamais, ces gens-là, quand nous laisserons-nous aller l'acheter, cette technologie, et revenir avec, et nous en servir sans aucune tutelle? Bon, voilà. Alors, les grands débats. On est obligé d'arrêter. J'ai quand même une question à vous poser. Toutes ces problématiques et cette absence, selon vous, de vision et de leadership, ça ne vous donne pas envie, Slimane Toumani, de faire de la politique? Non, pas du tout. Je suis presque à la limite et au maximum de ce que je peux faire. C'est-à-dire, je me suis tracé une ligne rouge avant qu'on me la trace, parce que de toutes les façons, on m'a déjà prévenu des dizaines de fois. Le système est très dur, le système, tu verras, on te casse, on te détruit, on te fait mal. Bon, honnêtement, j'ai pas encore fait face à ça, mais je me suis personnellement tracé une ligne rouge. Je suis dans le domaine strictement économique. Ce qui m'intéresse, c'est l'entreprise. De toutes les façons, Khalid l'a dit, c'est l'entreprise qui est au cœur et qui va être au cœur du pouvoir. C'est une question de mois, c'est plus une question d'années. Très bien. Et pour ma part, je ne considère pas que le fait d'être bon dans un domaine induit forcément que vous le soyez dans d'autres. Très bien. Voilà, eh bien, merci à vous deux. Merci donc à nos invités pour leur participation et pour la sincérité de leurs propos. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, entrepreneurs ou pas, tentez vous aussi d'améliorer vos rendements au quotidien. Tentez de produire de la positivité autour de vous. Vous participerez ainsi à l'amélioration du climat général. Ce sera bon pour vous, pour les vôtres et sans doute pour l'économie du pays. Car malgré tout, il faut s'efforcer de croire que les choses ne pourront qu'aller mieux. Sur cette note optimiste, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, qui sera le dernier rendez-vous d'Economia de la saison, à mercredi.